Bonjour à toutes et à tous. Je crois que nous sommes connectés. Il est un peu plus de 18h30. On vous remercie de votre participation ce soir pour un Facebook Live, un temps d'échange avec celles et ceux qui souhaitent échanger avec le maire et plus globalement à travers le maire, la municipalité. Donc deux sujets que je souhaitais évoquer avec vous. L'un immédiat et qui interpelle toutes et tous, c'est la situation sanitaire en France et en ce qui me concerne sur Elbeuf. Je ferai le lien aussi avec les échanges que je peux avoir au titre de ma fonction de président du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil sur la situation de l'hôpital et faire le point, parce que malgré cette situation, il nous faut avancer et construire la ville de demain. Un point sur cette année de mandat que j'ai pu entamer avec la majorité municipale et les services de la ville et de la métropole. J'y reviendrai. Quelques règles du jeu. D'abord, si je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui sans masque, c'est que je suis dans mon bureau, mes collaborateurs et collaboratrices dans le leur. Je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect et cet appel des personnels soignants à bien évidemment respecter les gestes barrières. C'est déterminant dans la lutte contre la pandémie et la Covid. Les questions que vous aurez ou vous souhaiteriez me poser, je tenterai d'y répondre au fil de la discussion, au fil de la présentation, mais je prendrai un temps tout particulier à la fin de cet échange pour y répondre, sachant que si des questions doivent être apportées, nous reviendrons vers vous de manière individuelle pour que chacun et chacune puisse avoir la réponse. Donc, une nouvelle façon de communiquer avec vous. Pour rappel, nous avions en 2019 lancé ce type d'échange avec la population à l'occasion de 5 Facebook Live sur des thématiques un peu particulières, la nature en ville, l'urbanisme, la propreté. Donc nous allons devoir continuer, je pense, pour créer des liens supplémentaires avec les habitants, renforcer ce type d'outils et de contacts avec chacune et chacun d'entre vous. Donc sur la situation sanitaire, je dois évoquer avec vous la fragilité de la situation sanitaire à l'échelle de la ville, de la métropole et plus largement de notre pays. Comme vous, j'attends avec impatience les prochaines déclarations du gouvernement ou du président de la République sur ce troisième confinement que nous connaissons. Donc j'appelle chacun et chacune à prendre en responsabilité les dispositions nécessaires pour respecter ces règles sanitaires et ce confinement. C'est déterminant. Quand je dis ça, et je le dis une nouvelle fois, c'est en pensant à l'ensemble du personnel hospitalier, des hôpitaux de notre région et bien évidemment de l'établissement de santé Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Pour celles et ceux qui s'intéressent de manière beaucoup plus précise, sachez que le taux d'incidence au 26 mars est en augmentation par rapport aux chiffres précédents. Nous sommes à 509 cas pour 100 000 habitants, alors que la Seine-Maritime, est à 396 cas aujourd'hui et en France 370. Donc autant vous dire 509 pour la métropole, 370 au niveau national, 396 au niveau séno-marin. La situation n'est pas stable et n'est pas suffisamment maîtrisée. Ce qui m'amène à vous parler de la situation de l'hôpital d'Elbeuf, Louviers-Val-de-Reuil. Et là, c'est aussi un appel que je relais de la part de l'ensemble des personnels, qu'ils soient médicaux ou non médicaux, à veiller scrupuleusement à respecter les gestes barrières et les règles de confinement. C'est autant d'efforts qui vont permettre à l'ensemble des personnels d'accueillir dans de bonnes conditions celles et ceux qui sont touchés par la Covid, mais aussi de continuer à être au service de celles et ceux qui souhaitent des soins particuliers ou des soins programmés. Depuis quelques heures, l'hôpital a communiqué sur ce qu'ils appellent un plan de débordement. Donc l'idée, c'est de continuer malgré tout à procéder aux opérations d'urgence, mais au regard de la situation d'un hôpital plein, c'est de reporter ou différer des opérations ou des consultations
qui ne sont pas qualifiées d'urgentes. Donc chaque situation sera étudiée au cas par cas, mais c'est absolument déterminant pour assurer une protection de la population. Donc c'est un appel lancé par l'établissement et par les personnels qui sont fortement mis à contribution. Et vous le savez, depuis plus d'un an, la situation est sur une pente ascendante assez compliquée. Et nous pouvons toutes et tous, par notre engagement, les aider à continuer à soigner dans de bonnes conditions la patientèle du territoire. Donc, je souhaiterais vraiment aujourd'hui les remercier pour cet engagement sans faille. Je veux aussi aujourd'hui remercier les personnels médicaux qui se sont mis en situation d'ouvrir un centre de vaccination sur la commune de Saint-Aubin-les-Elbeuf, grâce à une mobilisation tout d'abord du personnel médical, médecins, infirmières, celles et ceux qui peuvent prodiguer des soins, relayés par les collectivités. Nous sommes un certain nombre de communes à avoir mis à disposition du personnel communal pour accompagner les médecins. C'est important et c'est un sujet qui nous a fortement sollicité. Cet après-midi, nous étions ensemble en visioconférence pour voir de quelle manière nous pourrions, avec l'appui, l'aide et surtout l'autorisation de l'ARS, d'offrir un centre de vaccination ou 2 centres de vaccination. Nous réfléchissons afin de permettre à la population de pouvoir se faire vacciner. Nous savons que de toute façon, c'est la vaccination qui nous permettra de sortir de cette situation. Mais nous arrivons en bout de chaîne et c'est le travail que nous menons actuellement de manière collective sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc je remercie également les maires et celles et ceux qui contribuent à la mise en place de ce centre qui a ouvert mi-janvier, le 18 janvier, et qui aujourd'hui a permis à 7500 personnes de se faire vacciner en complément de ce qui peut être aussi réalisé aujourd'hui à l'hôpital d'Elbeuf. Donc sachez que nous sommes en situation, nous sommes au travail pour permettre à de très nombreux habitants de pouvoir se faire vacciner. Donc voilà un peu les éléments que je voulais vous évoquer sur la situation sanitaire. Comme vous, je reçois les informations de nos établissements scolaires. Je ne peux pas ne pas évoquer la situation au collège Mandela. J'ai appris aussi, comme vous aujourd'hui, la fermeture de 13 classes. Je suis en train d'essayer de contacter la tutelle, l'éducation nationale, afin de leur permettre, afin de me permettre de vous donner des éléments concernant la situation. Là aussi, les personnels de l'éducation nationale sont fortement mis à contribution avec les personnels du département en ce qui concerne le collège, mais aussi des écoles de la ville. Donc là, c'est vraiment important. On nous interroge sur la fermeture des écoles. Là aussi, il y a un protocole très clair qui a été défini par le Premier ministre et le ministre de la Santé. Un cas Covid confirmé, c'est la fermeture des classes. Donc là aussi, nous devons, avec agilité, avec responsabilité, mais des fois dans l'urgence, fermer des classes. Donc nous prenons là aussi nos responsabilités. Nous devons suivre le protocole qui nous est demandé par l'éducation nationale. Un certain nombre d'écoles à Elbeuf sont touchées. Je pense à Condorcet, je pense à Malraux, de classe, excusez-moi, je pense à Condorcet, je pense à Malraux, mais je dois être transparent avec vous, je pense que dans les jours et les semaines qui viennent, d'autres classes seront amenées à être fermées et à chaque fois nous tenterons avec les équipes de la ville, avec les enseignants, d'apporter une réponse aux enfants et aux parents dans un contexte que vous devinez extrêmement compliqué pour les élus, pour les maires, pour les élus municipaux et surtout les personnels des écoles. J'ai vraiment aussi une pensée toute particulière au personnel dans les écoles, qu'elles soient ASEM ou personnel d'entretien. Ça fait 1 an qu'elles vivent une situation particulièrement compliquée, anxiogène. Nous mettons tout en place pour respecter les protocoles. Nous donnons aussi, il est de ma responsabilité de protéger les agents de la ville et en même temps les enfants et les enseignants. Donc sachez que toutes celles et tous ceux qui depuis des années sont au service de vos enfants le sont encore plus aujourd'hui dans la situation
que l'on connaît. Donc, encore une fois, j'en appelle à votre sens de la responsabilité, surtout sur l'application des gestes barrières, et peut-être aussi également à veiller avant le départ à l'école de vos enfants, peut-être à prendre la température pour vous assurer qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Donc voilà à peu près ce que je voulais évoquer avec vous comme point sur la situation sanitaire. Il faut être vigilant. Il faut continuer à respecter les gestes barrières, la distanciation nécessaire pour éviter la propagation du virus. C'est un combat collectif. J'ai encore en tête, parce que j'étais avec lui par visio juste avant ce rendez-vous avec Richard Patry, qui avec beaucoup de résilience nous disait que de toute façon on arrivera à battre ce virus. Effectivement, il a raison. Il faudra peut-être du temps, mais c'est vraiment un combat collectif. Personne ne peut prétendre lutter contre ce virus seul. Mais en tout cas, l'addition de toutes et de tous nous permettra de voir le bout du tunnel. On nous demande pourquoi ne pas fermer les écoles tout de suite. Moi, j'appliquerai les recommandations de l'éducation nationale. Le maire ne peut pas d'autorité seule prendre cette décision. Vous connaissez l'enjeu majeur de la scolarisation des enfants, encore plus sur la ville. Le protocole est établi, il s'applique aux maires. Nous sommes dans une situation comme celle-là des agents de l'État. Nous devons prendre nos responsabilités. Là aussi, le travail est quasi quotidien entre les directions d'école, l'inspectrice d'académie également. Donc voilà à peu près sur les questions, les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Nous suivons la situation au jour le jour et nous adaptons les réponses également au jour le jour, dans le cadre de nos compétences ville. Donc merci encore à l'ensemble du personnel hospitalier pour ce travail. Depuis un an, la situation nous a obligés aussi à travailler de manière différente. Donc la visioconférence devient maintenant une pratique, une méthode à adopter. On préfère, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, le contact réel. En tout cas, nous devons nous astreindre à certains types de fonctionnement un peu différents. Nous tentons malgré tout, et en lien notamment avec le Centre communal d'action sociale qui a réalisé un gros travail d'accompagnement des habitants depuis le début de cette pandémie. Nous continuons à être à la disposition des habitants. Concernant le contact avec les plus isolés, il y a encore un certain nombre d'habitants qui ne voient pas la famille, qui ne voient pas des amis. Moi, j'invite chacun et chacune à faire preuve de citoyenneté et de s'alerter et d'aller toquer à la porte de la personne qu'on ne voit pas depuis quelques jours et qui pourrait peut-être avoir besoin d'un coup de main, d'un appui ou en tout cas d'une aide. On connaît les difficultés d'ordre psychologique d'un confinement comme celui-là. Ce n'est pas simple et c'est vrai que là aussi chacun et chacune d'entre nous peut apporter et peut aider son voisin, sa voisine, celui ou celle qui en aurait besoin. Nous avons mis en place aussi un dispositif de transport vers le centre de vaccination de Saint-Aubin, parce que là aussi, il y a des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés de mobilité. Je pense notamment au public senior. Donc là aussi, sur simple coup de fil et contact avec le centre communal d'action sociale, nous pouvons vous transporter jusqu'au centre de vaccination en vous munissant des documents nécessaires, carte vitale et pièces d'identité. Les commerçants également, et vous le savez, nous avons été extrêmement volontaristes sur ce sujet. Beaucoup d'entre eux souffrent encore de cette situation. Un certain nombre arrivent à faire preuve d'intelligence collective pour fédérer et s'organiser. D'autres, malheureusement, n'ont pas cette capacité à faire. Donc là aussi, nous avons tenté de répondre à ces difficultés dans le cadre des compétences qui sont les nôtres. Nous travaillons bien évidemment tous les jours avec la Chambre de commerce, l'association des commerçants, la CCI, mais là, le déterminant majeur, c'est cette capacité que les communes ont
à réinventer des accompagnements ou des appuis. Donc là aussi, financièrement, hein, nous avons essayé d'injecter dans cette économie de proximité, ces commerces de proximité qui font le cœur battant des villes, des accompagnements financiers. C'est à peu près 150 000 euros hein, pour le budget 2020 qui a été déployé pour être en soutien et en appui. Nous réfléchissons à d'autres initiatives, notamment de permettre, on est en train d'y réfléchir, de permettre à certains restaurateurs de pouvoir être sur les marchés, je pense au marché des Cailloux République, pour pouvoir travailler. Donc là aussi, nous essayons de faire preuve d'agilité et d'accompagnement réel grâce à l'appui des services que nous avons renforcés sur cette problématique. L'autre secteur qui pâtit bien évidemment de ce confinement, il y en a beaucoup, mais il y en a un que je voudrais souligner au regard de l'histoire de la commune, c'est le monde culturel. Nous avons la chance d'avoir, et je le répète souvent, des établissements majeurs culturels. Je pense au cinéma Grand Mercure. J'évoquais tout à l'heure la résilience et cette capacité de rebondir de Richard Patry et de ses équipes. Mais là aussi, nous avons souhaité les accompagner et nous serons au rendez-vous avec eux car ils contribuent au dynamisme, je le disais, de la ville. Et nous allons engager avec eux, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, un gros projet de requalification et de réhabilitation du cinéma Grand Mercure. Là aussi, des investissements importants pour construire le cinéma de demain. Le Cirque Théâtre également, la Fabrique des Savoirs, mais aussi le Théâtre des Bains-Douches. Et j'ai une pensée toute particulière pour sa directrice Eva Dombia, qui est aujourd'hui à Marseille. On aurait préféré l'avoir à côté de nous, mais ce sont des établissements qui aussi doivent faire preuve de résilience, notamment le Cirque Théâtre et le théâtre des Bains-Douches, avec la compagnie la Part du Pauvre que nous hébergeons depuis quelques années maintenant et qui s'implique fortement dans les initiatives culturelles de la ville, dans les établissements scolaires, c'est encore en cours. Donc là aussi, nous sommes à leur côté et nous serons également à leur côté à la sortie de cette crise. Les associations ont aussi joué un rôle important et majeur autour de la ville. Nous avons la chance d'avoir aussi un tissu associatif très dense, très divers, avec des bénévoles associatifs sous la responsabilité de leur président, extrêmement mobilisés et mobilisables. Ils ont cette capacité aussi à être à nos côtés quand c'est nécessaire. Et aujourd'hui, et depuis un an, nous faisons appel à eux, et de manière spontanée d'ailleurs, ils viennent renforcer les dispositifs que nous mettons en place. Donc nous continuerons et nous continuons. Pour information, nous n'avons pas baissé les subventions aux associations. Nous avons rediscuté avec certaines, mais en tout cas, le principe, ça a été bien évidemment de maintenir dans une situation compliquée un montant de subventions qui leur permettent de traverser cette situation particulière. N'oublions pas que dans certaines associations, ce sont des emplois, il y a aussi des salariés, il n'y a pas que des bénévoles. Les deux font la force et la vitalité d'une association. Donc nous avons également voulu maintenir notre accompagnement. Enfin, sur ce que nous avons fait depuis un an, c'est soutien aux jeunes. Et là aussi, ils vont payer, j'allais dire, cher cette situation pandémique. J'hésite, je ne pas forcément de parler de génération sacrifiée, mais en tout cas depuis plusieurs mois, de trop longs mois, les jeunes subissent cette situation. Ils font preuve aussi d'une capacité de résilience. Certains plus facilement que d'autres parce qu'ils ont un accompagnement familial qui leur permet de traverser cet épisode. Donc là aussi, nous avons tenté d'être au rendez-vous de la jeunesse elbevienne, d'abord par l'accueil de nombreux jeunes en situation de stage, et on voyait bien la difficulté pour certains jeunes de pouvoir perdre le bénéfice d'une formation ou le bénéfice d'une ambition. Et là aussi, nous avons essayé d'être à leur côté. Ça a toujours été un engagement fort de la municipalité que nous avons renforcé. Nous avons innové dans le cadre d'une convention déjà signée précédemment avec le Pôle emploi et qui permet aux élus de la ville, qui permet aux services de la ville d'être des parrains
de jeunes pendant 6 mois, en lien et en partenariat très fort avec la mission locale. Donc là aussi, nous tentons d'innover, de réfléchir un peu différemment avec celles et ceux qui, depuis de très nombreuses années, nous accompagnent sur cette thématique, la jeunesse. Et vous savez comme moi que c'est extrêmement important. Tout ça depuis un an nous a permis de nous réinterroger sur notre pratique, sur notre relation avec vous. Nous avons tenté de maintenir un lien physique et direct avec les habitants, et ça grâce à la motivation, au dynamisme de la majorité municipale, que je remercie fortement de son engagement. Il continue le porte-à-porte dans des conditions sanitaires qui ne sont pas simples, que l'on doit malgré tout respecter, mais je considère qu'il est de notre responsabilité d'être debout dans un bateau qui ne chavire pas, mais en tout cas dans une situation qui tangue un peu. Nous avons besoin d'avoir une équipe municipale qui soit proche de vous, et c'est encore le cas aujourd'hui. Nous continuerons ce travail. Voilà, donc de très nombreuses initiatives que nous avons portées et qui permettent d'être au contact avec vous, de repérer les difficultés que vous connaissez au quotidien, de tenter de les résoudre. Quand c'est de la compétence communale, nous travaillons avec les services. Quand il faut interpeller la métropole, nous interpellons la métropole. Quand il s'agit d'un autre partenaire public, là également, nous les sollicitons. Un dernier élément que je voulais peut-être évoquer avec vous, que j'aurais dû peut-être évoquer précédemment, ce sont les tests salivaires, parce que j'ai été interpellé par des parents sur ce sujet. Donc les informations que je peux vous donner aujourd'hui, j'espère qu'elles ne sont pas susceptibles de bouger d'ici là, mais en tout cas je vous donne les éléments que j'ai à la date d'aujourd'hui. C'est la passation des tests salivaires pour toutes les écoles d'Elbeuf qui aura lieu du mardi 6 avril au vendredi 9 avril durant 3 jours. Donc ça, c'est l'Éducation nationale qui en porte la responsabilité. Elle contactera les directions d'école, les familles. Ce sera fait par des personnels compétents et formés sous le pilotage indispensable d'un biologiste. Donc là aussi, soit vous avez déjà été contacté d'ailleurs, soit vous le serez très prochainement. Je juste souligner aux représentants de l'Éducation nationale qui m'ont annoncé un chiffre de 400 tests, que la ville d'Elbeuf, c'est 1600 élèves scolarisés aujourd'hui dans nos écoles élémentaires. En tout cas, moi, je ne peux que me féliciter d'une première initiative, mais qu'il faudra renforcer. C'est sur la base du volontariat. Je pense que faut préparer un peu les enfants, d'ailleurs, en tout cas les plus petits, en amont. Mais je vous invite à vous rapprocher des directions d'école pour avoir un peu plus d'informations, sachant que ce test est bien évidemment gratuit et pris en charge par l'Éducation nationale. Donc voilà à peu près les éléments que je voulais évoquer avec vous sur la situation sanitaire. Moi, je suis en lien direct avec les professionnels de l'hôpital. Ma fonction m'amenant à être régulièrement au téléphone avec le directeur, avec les maires du territoire elbeuvien, avec les responsables du centre de vaccination de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, à nous solliciter. Mais aujourd'hui, vraiment, le message que je veux faire passer ce soir, c'est il faut absolument être en appui de nos personnels de santé. La situation devient compliquée pour elle, et il faut toutes et tous que nous soyons des acteurs de cette prévention collective en respectant les gestes barrières et en évitant des afflux trop importants dans notre hôpital. Souvent, je dis, imaginez ce que serait le territoire sans l'hôpital. Aujourd'hui, on voit la force du service public de santé et cette proximité forte à avoir avec un établissement comme celui-là. Donc voilà à peu près les éléments sur la situation sanitaire. On aura, j'imagine, l'occasion d'en rediscuter. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nos élus municipaux, avec moi si vous le souhaitez. J'essaie aussi également d'innover dans ma pratique et mon lien avec les habitants par téléphone, notamment. Je reçois beaucoup, j'ai beaucoup reçu, je continuerai à le faire. Aujourd'hui, on voit bien que la dématérialisation et la communication à distance s'avèrent des fois nécessaires et indispensables.
Je vous propose maintenant de faire un point sur ce début de mandat, donc qui nous a percuté, hein, toutes et tous. Il nous a fallu rebondir assez vite avec une équipe municipale, je vous disais, motivée et dynamique. J'ai la chance de pouvoir compter sur cette équipe expérimentée et pleine de jeunesse. Pour certains, c'est un engagement nouveau, mais c'est ce qui fait la force d'une équipe et d'un collectif que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer. Donc là aussi, hein, on s'est posé beaucoup de questions. On retarde, on fait pas. Moi, je suis partisan de continuer avec toutes les précautions nécessaires que j'évoquais précédemment, avec des difficultés qu'on rencontre, hein, parce que quand vous avez un projet, vous travaillez avec des entreprises, et puis ces entreprises-là, des fois, elles ne peuvent pas assumer la commande que vous leur passez pour des raisons sanitaires, hein, des effectifs en moins. Donc tout ça nous amène à nous réinventer, à rediscuter. Le projet le plus important que je voulais évoquer avec vous, parce qu'il part de loin, parce qu'il est déterminant pour la suite de notre histoire collective et la suite de la transformation de la ville, c'est le quartier République, qui va subir une transformation extrêmement importante. Ça mobilise l'ensemble des services municipaux et de très nombreux partenaires, dont la métropole Rouen-Normandie. C'est un projet extrêmement global, hein, qui comprend des projets immobiliers d'aménagement urbain forts. Nous allons créer une percée de la rue de la République jusqu'à la place de la République. Ce sera l'élément important de cette requalification. Il va s'appuyer sur le Conseil citoyen, avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, mais que nous allons encore renforcer. Je reviendrai vers les représentants et vers les habitants prochainement à ce sujet. Donc en 2020, nous étions dans une étape de procédure administrative assez complexe, assez lourde, des discussions avec les services de l'État, les services de la métropole, les services de la DRAC, parce que nous avons la chance d'avoir dans ce périmètre une manufacture que nous allons remettre en lumière pour que les habitants puissent aussi se réapproprier cet espace-là qui a fortement contribué à l'histoire de la ville, hein, le plus ancien. On parle souvent du marché, de la place Saint-Louis, qui est devenue place de la République, et qui aussi a vu passer un certain nombre de générations. Donc c'est un quartier qui marque fortement l'histoire de la ville, avec ses anciennes manufactures familiales, traditionnelles, ces maisons en colombage. Et là aussi, nous allons accompagner les propriétaires privés à sublimer leur façade, qui contribue aussi à l'élégance et à notre histoire patrimoniale. Donc 2021, je le disais, sera après une année administrative. 2021 sera une année de travaux et de démolition importante. Nous envisageons, si tout se passe bien, des débuts de travaux en septembre 2021. Je donne pas de date aujourd'hui, mais en tout cas, c'est la fenêtre de tir que nous donnons avec les entreprises et les opérateurs. Au niveau du petit atelier, pour un certain nombre d'entre vous connectés, vous connaissez cet espace, hein. C'est un espace de collaboration collective, c'est un espace de réflexion citoyenne, c'est un espace où chacun et chacune d'entre vous, vous pouvez animer, contribuer. Moi, je dis souvent, faisons confiance à l'intelligence des habitants et donnons-leur les clés pour accompagner et donner du temps pour les autres. Donc là aussi, nous avons un certain nombre de projets en tête. La crise sanitaire nous a bousculé, hein, dans les prévisions. Donc je remercie aussi les habitants qui s'emparent de cet espace et qui le font vivre, notamment à travers le repère café, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, ça va être un chantier important. Les premières concertations d'ailleurs ont eu lieu avec les habitants en mode dégradé, hein, en raison du contexte sanitaire. Donc nous réinventons aussi également avec nos partenaires les concertations et les réunions publiques avec les habitants. Ce n'est pas simple aujourd'hui de faire des réunions publiques. Nous en avions ici l'habitude, c'était une forte tradition de l'équipe et des équipes municipales précédentes. Mais aujourd'hui, on voit bien la difficulté à se livrer à ce genre d'exercice. Donc nous continuons, c'est un projet important, 27 millions d'euros en entrée de ville et qui va vraiment fortement contribuer à la transformation et à l'image de la ville. Deuxième gros sujet, vous avez pu voir aussi les opérations de démolition importantes.
c'est la friche Cousin Corbelin sur le périmètre rue Cousin Corbelin, Cours Carnot. Là aussi, les opérations de démolition sont pratiquement terminées. Là, c'est un projet aussi extrêmement structurant pour la ville, à la limite de la ville de Caudebec, les Elbeuf. C'est un quartier en reconstruction, hein. Nous avons eu un travail important sur la structure jeunesse qui aujourd'hui est un élément important de la politique jeunesse communale. Nous continuons sur ce périmètre qui est aujourd'hui propriété de l'EPFN, de la métropole, c'est un peu de l'administration, mais qui reviendra de toute façon dans le giron communal. Nous allons passer par une phase de transition. Donc nous allons lancer un appel à projet parce que c'est des projets longs qu'il faut financer, il faut trouver des opérateurs, il faut donner une destination à ce périmètre et à ce bout de quartier, ce bout de ville. Et là aussi, nous allons prendre le temps de cette réflexion. Et simultanément, vous verrez une œuvre artistique se déployer sur ce site que nous allons réouvrir de manière transitoire aux habitants. Donc là aussi, c'est un projet important pour la ville et vous verrez les premiers résultats, en tout cas les premières opérations j'allais dire de remise en circulation de ce site qui était une ancienne usine, hein, vous le savez, pour les habitants prochainement. Un projet qui est un peu moins visible, mais qui a toute son importance au regard de sa position stratégique, parce qu'en face du cirque-théâtre, il nous faut continuer à aménager la ville, même sur des petits périmètres. Nous avons un petit espace qui était insatisfaisant dans son usage par les habitants, hein, en face du cirque-théâtre, ce petit triangle qu'on appelle le petit champ de foire. Nous allons d'ailleurs lui redonner un nom qui est symbolique de l'histoire de la ville. Et là aussi, les premiers travaux ont été lancés. L'idée, c'est de le rendre un usage beaucoup plus correct auprès des habitants, auprès des résidents des Papillons Blancs qui sont voisins, avec lesquels nous travaillons aujourd'hui avec une compagnie artistique pour aménager cet espace qui se trouve sous leurs fenêtres. Voilà, donc il me semblait normal de devoir travailler avec eux, avec également le cirque-théâtre. Donc là aussi, c'est un projet important qui va contribuer à requalifier et terminer la requalification de ce site, sachant qu'on a toujours dans un coin de la tête l'idée d'un embellissement, en tout cas de se poser la question de la qualité esthétique du champ de foire qui répond à une vraie utilité citoyenne. Vous savez que la foire Saint-Gilles est une foire qui compte fortement chez les habitants. Mais l'idée, c'est de ne pas se contenter de l'existence et de voir comment faire mieux sur cet espace extrêmement important qui crée le lien avec la scène, qui est également au centre de nos sujets aujourd'hui. Sur cet espace, nous avons prévu, si tout se passe bien, encore une fois, de faire une ouverture au public en mai-juin 2021. Autre gros chantier qui est aussi un marqueur fort, hein, de l'histoire de la ville et des ambitions que nous portons pour les habitants, c'est la petite enfance et c'est la réhabilitation complète de la crèche du Grain de Sable. Il nous a fallu 2 ans de travaux pour rendre un équipement plus moderne, plus adapté à l'usage des professionnels de la petite enfance qui accueillent vos enfants, pour l'accueil des enfants. Et là aussi, après une période de déménagement qui n'a pas été simple, mais en tout cas qui a permis de maintenir un accueil de qualité dans l'hôtel de ville, nous allons pouvoir retourner dans un équipement neuf au mois d'avril, le 26 avril précisément, si tout se passe bien, et qui va ravir celles et ceux qui utilisent déjà cet équipement public et qui, pour d'autres, auront vocation, s'ils le souhaitent, à l'utiliser. Là aussi, c'est un engagement financier important de la ville, mais ça nous paraissait extrêmement important de pouvoir accueillir dans des conditions d'accueil nouvelles l'ensemble des usagers et des personnels de la petite enfance. Autre gros sujet qui s'est mis en place durant cette période un peu compliquée, c'est la mise en place du permis de louer.
C'était un engagement de campagne. Je ne vous cache pas que j'avais ça en réflexion avant l'élection municipale. À Elbeuf, je le dis souvent, nous avons utilisé tous les outils d'accompagnement pour permettre d'être à côté des propriétaires qui louent notamment des logements dans les bâtiments privés. Donc nous avons des campagnes de ravalement de façade. La dernière en date, rue Jean Jaurès, il suffit juste de lever la tête pour s'apercevoir que les façades ont été réhabilitées par les propriétaires, mais qu'elles ont été accompagnées par l'action de la ville. Donc là aussi, nous avons fortement contribué. Nous avons des dispositifs de contact direct avec les propriétaires, mais la loi nous permettait d'utiliser, j'allais dire, un outil beaucoup plus coercitif, donc ce permis de louer. Il fallait simplement que la métropole autorise la commune d'Elbeuf à le faire. La ville de Saint-Étienne l'a fait dans le cadre d'un projet beaucoup plus compliqué pour les élus de Saint-Étienne du Rouvray. Et juste après, la métropole nous a permis, en tout cas m'a permis de me saisir de cet outil très vite, qui d'ailleurs aujourd'hui se déploie dans d'autres communes, afin de contraindre les propriétaires qui ne comprennent pas forcément ce que doit être un logement qui n'est pas insalubre, de se mettre dans les règles. Donc très clairement, c'est une interdiction de mise en location avec une amende extrêmement élevée et très dissuasif. Donc c'est un dispositif un peu particulier que nous avons mis en place en tentant d'être suffisamment souple pour les propriétaires qui, eux, sont vertueux, parce qu'il y en a des propriétaires vertueux, il faut les accompagner. Donc, nous avons travaillé avec une association qui représente les intérêts justement des propriétaires qui souhaitent bien loger, à contrario des propriétaires qui on les qualifie de marchands de sommeil, et il y en a. Et les locataires ont besoin de la protection publique. En tout cas, ils pourront compter sur ma détermination et sur mes équipes. Oui, j'ai juste une petite note, juste pour votre info. On a fait 11 refus de mise en location dans un périmètre bien identifié. J'ai oublié de le préciser. Toute la ville ne bénéficie pas aujourd'hui de ce permis de louer. Nous sommes en train de l'expérimenter parce qu'il fallait, j'allais dire, jauger la capacité de nos services à absorber ce dispositif un peu particulier. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase de déploiement qui commence à porter ses fruits parce que ça se sait et ça se dit. Donc c'est une très bonne chose. Un autre sujet important, vous avez pu le voir se réaliser, c'est la végétalisation de la ville. Là aussi, c'est une démarche qui est assez lointaine. Elbeuf bénéficie d'un positionnement et d'espaces naturels extrêmement importants. Des hectares importants de forêt. L'enjeu majeur pour nous, entre autres, c'est de permettre aux habitants de se réapproprier l'espace forestier. Nous avons la chance d'être blottis. Pendant des années, on disait coincés. Moi, je refuse d'utiliser ce mot-là. C'est plutôt blotti entre la Seine et la forêt. Ces deux éléments naturels ont construit l'image et l'identité de la ville. Et aujourd'hui, il faut continuer à créer une histoire et un lien particulier entre nos habitants et la Seine. Et dans le même temps, moi, j'appelle tous les habitants à se rappeler que à 5 minutes à pied, nous avons un espace forestier extrêmement remarquable. Nous avons des sentiers de randonnée que nous avons renforcés dans la mandature précédente et sur lequel nous nous réinterrogeons aujourd'hui pour en créer de nouveaux. Donc, nous avons vraiment cette chance. Et en même temps, je devrais pas dire ça d'ailleurs, mais en même temps, nous travaillons dans le cœur de ville aussi. Nous avons aussi, et je reviendrai aussi prochainement devant la population pour les identifier, des îlots de fraîcheur extrêmement importants à valoriser, à connaître pour un certain nombre d'entre vous. Et nous allons renforcer ce sujet. Pour être très concret, comment ça se matérialise? D'abord par la cerisée. J'y reviendrai peut-être aussi tout à l'heure, mais la cerisée est devenue maintenant un équipement, en tout cas un espace de vie extrêmement important pour les habitants, pour tous les habitants, les jeunes, les moins jeunes, les sportifs, les pas sportifs, celles et ceux qui veulent se promener. Et nous avons, avec les enfants, notamment avec les associations également, nous avons fait toute une série de plantations
pour lancer le top départ d'un dispositif 1000 arbres en ville. 1000 arbres parce qu'il fallait jauger cette capacité à pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous pouvons avoir d'autres ambitions. En tout cas, nous réfléchissons de manière très fine sur ce sujet. Prochainement, et ça a d'ailleurs été fait, prochainement se terminera, notamment en septembre, pour être tout à fait précis, un projet de plantation de cerisiers extrêmement important dans le quartier du Puchot, au centre du quartier du Puchot, dans ce qui existait déjà précédemment et sur lequel il faut, et c'est notre responsabilité, rafraîchir les mémoires, ce jardin tinctorial qui était à la disposition de toutes et tous, les enfants des écoles, les enfants des centres de loisirs, nos associations de jardiniers qui font un travail remarquable, jardin ouvrier sur la ville, nous ont accompagnés pour planter les premiers arbres et nous allons continuer d'ailleurs demain et finir en septembre à l'issue d'une démarche participative avec les habitants de la ville sur un espace que nous avons laissé à la concertation collective et la concertation citoyenne. Les jardins de l'hôtel de ville, nous portons aussi un projet de requalification des jardins de l'hôtel de ville et du jardin Rony-Winou. Là aussi, nous sommes dans une phase de réflexion. Nous allons lancer des concertations avec celles et ceux qui souhaitent nous accompagner. Nous allons compléter une première étude qui a été faite sur les arbres, pour travailler sur ce projet. L'idée, c'est de recréer un lien plus naturel entre les jardins de l'hôtel de ville et les bords de Seine, et notamment la trame bleue qui est juste derrière et qui est fortement plébiscitée par les habitants pour des balades, pour des runnings. J'en ai un certain nombre dans mon équipe municipale qui la pratique régulièrement, ou pour simplement des balades ou profiter de ce bord de Seine. Nous avons lancé le permis de végétaliser. Là aussi, l'idée est simple. Vous voulez embellir un morceau de votre rue, un espace de la ville. Donc là aussi, nous vous accompagnons. D'abord par du décaissement, c'est-à-dire enlever de l'enrobé, enlever du bitume, remettre de la terre végétale, vous accompagner financièrement avec un bon d'achat vous permettant d'acheter des graines dans un commerce elbevien. Donc l'idée, c'est vraiment de faire passer le message que chacun et chacune d'entre vous, chacun et chacune d'entre nous, nous pouvons participer à l'embellissement et à la végétalisation de la ville. Là aussi, c'est un projet qui part de loin. Nous avions tenté des expérimentations, notamment rue du Sud, à côté des serres municipales. Là aussi, je le rappelle, nous avons ici à Elbeuf, nous produisons les plantes et les fleurs que vous voyez dans les massifs floraux de la ville. Et ça, c'est important avec une équipe de professionnels. Nous travaillons également avec l'éducation nationale. L'idée, c'est de lancer des projets de jardins dans les écoles, de végétalisation de la cour d'école, toujours en lien, en concertation avec les habitants. Là aussi, nous avons des projets extrêmement volontaristes. Je le dis souvent, mais nous avons dans une école de la ville des poules. Nous avons, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle KFC Nuggets, je crois. S'il y a des parents de Mouchel qui peuvent me confirmer, les enfants leur ont donné, voilà. Nous avons ces poules dans les écoles. Nous travaillons avec des habitants du quartier pour les nourrir, avec l'association également Animal Buff. Mais l'idée, c'est de continuer à accompagner ces projets d'école et de permettre aux enfants de regarder leur espace de vie. Une cour d'école est un espace de vie pour un enfant de manière un peu différente. Et en parlant de ce poulailler à l'école Mouchel, je ne peux m'empêcher d'évoquer le potager à l'école Brassens maternelle, là aussi un projet qui a été porté par les professionnels de la petite enfance que sont les ASEM et qui contribue à éduquer nos enfants également sur ce sujet. Et là aussi, j'ambitionne dans les semaines et mois qui viennent de renforcer nos collaborations avec les jardins ouvriers. Nous avons la chance sur notre territoire et d'ailleurs sur l'ensemble du territoire elbevien d'avoir des parcelles qui sont gérées par des habitants et par des bénévoles associatifs et qui rappellent que sur ces sujets-là, il y a effectivement ce qui est de l'effet de mode, mais il y a aussi une longue tradition sur notre territoire et je crois que il faut qu'on puisse s'enrichir de ces expériences qui sont déjà présentes sur la ville. Donc j'y travaille avec mes équipes.
Donc voilà, globalement sur ce projet de végétalisation. Alors oui, effectivement, il faut que je réévoque ce qui existe aussi déjà, un parc de la Ruche. Là aussi, un nouveau poumon vert qui a été créé sur la ville. Nous allons expérimenter un potager rue Ampère. Donc là aussi, l'idée, c'est de travailler avec une association qui va nous accompagner et qui va, j'allais dire, accompagner les Elbeviens à la pratique du jardinage. Donc nous allons les former, nous allons les accompagner, nous allons faire des visites, nous allons échanger avec d'autres communes sur ce sujet-là. Mais l'idée, c'est que chacun et chacune puisse apprendre l'école du jardinage, pratiquement, apprendre sur la ville et peut-être ensuite partir prendre une parcelle à titre privé sur la ville ou au-delà. Nous lançons aussi un gros travail de réhabilitation des aires de jeu. Nous l'avons fait dans 2 quartiers. Là aussi, progressivement, la gestion d'une aire de jeu, l'installation d'une aire de jeu se réfléchit. Donc là aussi, nous mobilisons des moyens régulièrement et nous allons, voilà, tout au long du mandat. Cette première année, nous l'avons fait dans le quartier Grandin, notamment, et à l'Orée-du-Bois, où nous avons, en lien là aussi, avec les habitants qui nous avaient sollicité. Nous avons pu répondre à leurs demandes légitimes d'installation d'une aire de jeu. Autre gros sujet, et c'est le dernier que je voulais évoquer avec vous avant de passer à une autre thématique, c'est la rue des Martyrs. Là aussi, nous avons pris un engagement important. L'histoire de notre territoire avec la mise en place de la métropole nous a pas permis, dans le mandat précédent, de réaliser cette requalification et réhabilitation de la rue des Martyrs. Nous rentrons aujourd'hui dans une nouvelle histoire métropolitaine et là aussi nous travaillons également avec la métropole Rhône-Normandie, qui a cette compétence de voirie et qui aujourd'hui fait travailler ses équipes en lien avec la ville en lien avec les acteurs économiques sur une requalification de la rue des Martyrs, que ce soit la voirie ou les équipements de voirie, je pense aux candélabres, etc. Donc là aussi, un projet important qui va structurer et qui va transformer la ville et en tout cas son lien avec la métropole. Je pense notamment aux communes autour de la ville et les communes du plateau. Donc là aussi, c'est important. Elbeuf a une centralité avérée, une centralité importante, repérée comme c'est là dans tous les documents d'urbanisme produits par la région, par la métropole, par l'État. Donc il faut assumer cette vocation de centralité, ce que nous faisons depuis de très nombreuses années. Mais il faut un mouvement fort et un accompagnement fort de la métropole sur ce sujet. Donc avec ça, on s'interroge aussi sur les mobilités, qu'elles soient douces. J'y reviendrai sur la stratégie vélo, mais aussi sur les bus et le train, parce que nous avons aussi la chance d'avoir une gare et une volonté aussi de remettre en circulation un train entre Rouen et Elbeuf, qui arriverait, je l'espère, du côté du quartier Blain, à l'endroit de l'ancienne gare, qui est encore propriété. Je le dis souvent parce que beaucoup d'Elbeviens pensent que la ville est propriétaire de ce bâtiment. La ville n'est pas propriétaire de ce bâtiment, mais elle travaille en lien avec la SNCF qui en est le propriétaire. Autre gros sujet qui a mobilisé aussi les équipes de manière très importante. Nous venons, je crois la semaine dernière d'ailleurs, de déposer le dossier. C'est ce qu'on appelle le dossier Citergie. L'idée, c'est de tendre vers une ville plus vertueuse, moins consommatrice d'énergie, qui accompagne les populations. Là, c'est un plan extrêmement ambitieux sur 3 ans de presque 6 millions d'euros. Donc c'est une démarche importante. Beaucoup de villes en France tentent d'obtenir ce label. Il y en a beaucoup sur la métropole Rouen-Normandie. Nous sommes 5 communes du territoire elbevien à candidater dans une démarche collective. Mais là aussi, ça va être un engagement fort de la ville. Donc c'est 60 mesures qui sont mises en place et qui vont traiter l'aménagement du territoire, le logement, le patrimoine,
l'approvisionnement en eau ou en énergie, les mobilités, je les ai évoquées, l'organisation interne de nos propres services, hein, notre rapport aussi à la consommation de biens et la communication. Donc là aussi, des démarches extrêmement importantes, extrêmement volontaristes. Nous allons lancer de gros travaux de requalification et de réhabilitation thermique sur nos bâtiments, avec une école qui nous servira d'école pilote, d'école test, qui sera l'école Michelet, qui était repérée comme l'une de nos écoles les plus énergivores et qui a besoin d'être accompagnée par la ville. En tout cas, moi, je souhaite accompagner les enseignants et les personnels de la ville dans leur quotidien par une requalification lourde de cette école. Et je répète, qui sera une école test, parce que l'idée, c'est vraiment de faire toutes les écoles les unes après les autres. Et juste pour rappel, nous allons aussi continuer à installer des panneaux photovoltaïques. Nous avons fait ce test à l'école Brassens élémentaire. L'idée, c'est de rendre les bâtiments municipaux sobres énergétiquement et d'assurer une autoconsommation énergétique via les panneaux solaires en lien avec la régie d'électricité. La place du vélo en ville, c'est un sujet important. La situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui nous a démontré que l'on pouvait et que l'on devait accompagner les initiatives. La métropole a pris sa part de manière très volontariste. Souvenez-vous, il y a plusieurs semaines avec ce qu'on appelait Corona-Piste. L'idée, c'est de faciliter les traversées, et notamment celle la plus visible sur le territoire albevien, c'est la traversée du pont Jean Jaurès. Là aussi, nous allons continuer, en lien également avec la métropole Rouen-Normandie, à structurer et à mailler le territoire albevien. Alors là, j'élargis parce que je sais que toutes les autres communes y réfléchissent. L'idée, c'est de faciliter les connexions entre nos communes et ça avance bien. Donc, nous travaillons sur ce sujet. Nous avons lancé aussi un dispositif qui se voulait complémentaire du dispositif mis en place par la métropole pour l'aide à l'acquisition de vélos électriques qui vient d'être lancé. Là aussi, nous avons innové en mettant en place une aide à l'acquisition de vélos classiques et à assistance électrique, mais nous visions le classique, en privilégiant également aussi les magasins qui recyclent un peu les vélos. Donc là, c'est 29 dossiers en 2020 qui ont été examinés et 29 accords d'accompagnement financier pour celles et ceux qui voulaient s'équiper de vélos. Nous avons également, pour sécuriser nos carrefours, nous avons généralisé sur l'ensemble de la ville, notamment au niveau des feux, des sas à vélo pour permettre à celles et ceux qui pratiquent de pouvoir attendre le passage du feu dans des conditions de sécurité optimum. Le champ de foire, vous verrez prochainement là aussi des prolongations et des pistes cyclables un peu nouvelles. Donc là aussi, nous travaillons avec la métropole et les associations, les utilisateurs, en tout cas celles et ceux qui pratiquent soit du vélo taf, comme on dit, soit, et ils sont nombreux, soit pour le loisir. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler ce sujet-là, toute génération confondue. Voilà. Et nous travaillons aussi, nous avons d'autres sujets, avec les services, nous sommes en train de réfléchir au positionnement d'une association sur la ville pour favoriser la pratique du vélo. J'y reviendrai. Nous sommes en phase de réflexion. Nous avons un contact avec un commerçant qui veut se lancer dans un magasin de cycles. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle. Voilà, nous travaillons de manière masquée sur des sujets comme celui-là, mais en tout cas, nous cheminons et nous avons pris en main cette thématique. J'évoquais la place du vélo en ville et cette volonté de vouloir accompagner les associations qui font de la seconde main. Et en parlant de seconde main, je voudrais évoquer aussi avec vous le repère café. Là aussi, ça fait partie des demandes des habitants à l'occasion des consultations que nous avons menées en 2019 et 2020. Donc là aussi, nous avons tenu nos engagements. Nous avons donc créé un repère café. Donc l'idée, c'est de permettre aux habitants de venir auto-réparer
du petits équipements électroménagers. Donc ne venez pas avec la grosse télé parce que là on ne saura pas faire. Mais en tout cas, l'idée c'est de venir avec du petit électroménager, d'être reçu par des habitants. Avec un certain nombre de compétences pour vous accompagner. Il vous donne les outils, il vous montre le process de réparation. Ils identifient peut-être avec vous la panne et en tout cas, ils vous accompagnent pour que vous puissiez être autonome. Là aussi, c'est un dispositif qui monte en flèche. Donc, nous allons regarder de quelle manière l'accompagner de manière beaucoup plus forte. D'autres associations, hein, je pense notamment à la MJC d'Elbeuf s'est lancée aussi sur ce sujet. C'est important que nous soyons plusieurs acteurs et à un moment de voir comment nous pouvons converger pour rendre ce sujet et cette ambition beaucoup plus forte sur la ville. Autre sujet important, et là je pense aux jeunes qui fréquentent notamment la Cerisay, c'est la mise en place de Wi-Fi public. Là aussi, le sujet de la fracture numérique va être un sujet dans les années qui viennent. Nous avons pu, avec les élus et les équipes, nous en apercevoir durant cette crise sanitaire. Donc là aussi, nous allons continuer ce que nous avons fait récemment, c'est l'installation de 12 bornes Wi-Fi sur la ville, la plus proche de l'hôtel de ville étant le jardin de l'hôtel de ville. Donc plusieurs sites sur la ville sont équipés, jardin de l'hôtel de ville, la Cerisay, autour de l'espace Franklin. Voilà, nous allons essayer de repérer des lieux importants, la rue de la République, à proximité du repère café. Donc, nous avons équipé la ville de ces Wi-Fi et nous allons continuer à y réfléchir dans les années qui viennent. Un autre gros sujet, et là aussi c'est une préoccupation importante, nous nous étions saisis de ce sujet dans la mandature précédente à travers un dispositif et un mouvement, un élan collectif que nous avons porté, c'est le plan ville propre. La question de la propreté est un sujet important. Alors souvent, c'est une responsabilité collective. Le déchet que l'on jette pas, c'est le déchet que l'on ramasse pas après. Et ça, c'est vraiment un sujet qui nous concerne toutes et tous, parce qu'il peut être assez facile de considérer que c'est au service public de gérer ça, mais je crois qu'on a tous et toute une responsabilité là-dessus. D'abord, c'est la prévention et j'allais dire les apprentissages. Hein. Nous sommes des adultes et voilà, nous donnons des repères aux jeunes générations. Donc, c'est important que nous puissions là aussi être exemplaires. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas tout dit et je le sais bien. Donc là aussi, nous allons continuer. J'ai Joëlle Doubé qui est adjointe et qui porte cette ambition et ce dispositif qu'on va appeler plan ville propre, j'allais dire version 2, hein, et qui va additionner une partie prévention. Donc nous allons beaucoup travailler dans les écoles, avec les associations, avec les habitants. Nous allons organiser ce qu'on appelle des clean walk en anglais, mais des opérations de nettoyage citoyennes en français. Nous allons continuer à renforcer cela. Il y a des associations, je pense notamment à Ecolomove, pilotée par Claire Damet, qui avait aussi lancé ça sur la ville. D'autres établissements scolaires l'ont fait. Je pense à l'établissement Fénelon, je pense aussi à Amourois, Notre-Dame. Donc là aussi, nous allons essayer de stimuler, d'accompagner ces opérations. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas tout fait. Donc on va continuer à équiper les agents municipaux d'outils plus modernes. Nous allons mettre dans l'espace public des poubelles à tri. Nous sommes en train actuellement d'expérimenter ces poubelles à la Cerisay. Nous allons organiser des grandes opérations de grand nettoyage. Là, c'est on sort les grands moyens, on bloque un espace, ça peut être une place, une rue, et là l'ensemble des services de la ville, de la métropole se mobilisent pour opérer des opérations de grand nettoyage. Donc un certain nombre de nouvelles actions sont en cours de réflexion, hein, j'y reviendrai pas, j'aurai l'occasion de les présenter à la fin du mois d'avril, mais là aussi nous allons renforcer cette ambition en étant très clair, hein, c'est que nous allons mettre les moyens financiers sur ce sujet, mais nous allons aussi fortement verbaliser celles et ceux qui le méritent. Nous avons
pu le faire à différentes occasions. Un certain nombre de PV sont dressés, et notamment sur les poubelles qui restent sur l'espace public. Nous faisons d'abord une partie de prévention, hein, d'information, mais quand des fois ça ne fonctionne pas, et en fonction aussi de l'attitude des propriétaires qui sont responsables de leurs poubelles, nous n'hésitons pas à verbaliser en même temps que nous verbalisons les déchets sauvages. À ce sujet, je veux simplement vous rappeler que la métropole Rhône-Normandie, qui a aussi une partie de cette compétence, une grosse partie, vient de lancer, à titre expérimental pour l'instant, sur un certain nombre de communes, dont Elbeuf, et je remercie le président de la métropole Rhône-Normandie, Nicolas Meyer-Rossignol, d'avoir pensé à cette centralité elbevienne, une application qui s'appelle Montri. Donc je vous invite toutes et tous, et celles et ceux qui le peuvent, à télécharger cette application qui vous permet de nous accompagner dans cette lutte contre la saleté et cette ambition d'une ville propre. Donc je reviendrai bien évidemment devant la population prochainement avec des exemples beaucoup plus précis de ce que nous allons proposer aux habitants dans le cadre du plan ville propre, je vais dire version 2. Sur l'embellissement de la ville, j'en parle parce que c'est d'actualité, hein, depuis déjà aussi de très nombreuses années. Nous avons fait le constat qu'un transformateur, c'est utile, mais c'est moche. Donc l'utile, on l'a conservé, et le moche, on a essayé de l'enlever, et on a permis à des artistes de décorer, de sublimer, d'embellir ces transformateurs. Donc nous allons continuer. C'est important que l'espace public puisse aussi participer à cette ambition culturelle qui rend l'espace public plus joli. Donc là aussi, hein, nous avons tenté des choses. Certains disent que c'est pas assez. Je pense notamment aux bancs publics qui sont du mobilier urbain, qui sont là, autant les rendre plus colorés. Donc nous avons lancé cette initiative. Les transformateurs, je vous l'évoquais, nous avons aussi d'autres idées. Mais l'idée, c'est comme ça, de faire de l'espace public, j'allais dire, une galerie d'art à ciel ouvert, sur des thématiques un peu différentes, mais qui auront toujours un lien avec l'histoire de la ville et la ville, que ce soit son histoire passée ou son histoire à venir. Autre chantier important qui se voit un peu moins, mais qui va mobiliser des habitants, c'est la mise en place d'un conseil intergénérationnel, donc l'idée, c'est de nous réinterroger sur le conseil local des jeunes qui existait déjà, et de mettre en place un conseil des sages, et de faire travailler les deux. Voilà, parce que l'avenir d'un territoire, elle se bâtit entre générations, et nous allons permettre à ces différentes générations de nous accompagner et de réfléchir avec nous. Donc le conseil local des jeunes existait déjà, nous allons le renforcer, nous allons le dynamiser, et nous allons créer un conseil des sages avec celles et ceux qui souhaitent nous accompagner pour la mise en place de ce conseil intergénérationnel. C'est aussi une initiative un peu novatrice sur laquelle nous allons travailler. Nous sommes sur la démarche. Le conseil d'administration du CCS, d'ailleurs, ce soir, se lance aussi dans ce travail, et nous souhaitons au bout du bout candidater à un label qui s'appelle Ville Amie des Aînés. C'est de considérer que nos aînés ont une place importante dans la ville. Et dans le même temps, nous n'abandonnons pas les enfants. Vous le savez, hein, mon histoire professionnelle et personnelle font que j'ai un souci tout particulier pour les questions d'éducation et de jeunesse, l'ensemble de l'équipe municipale également. Et nous allons aussi travailler à comment nos enfants appréhendent l'espace public. Donc, à hauteur d'enfant, un enfant, ne voit pas la même chose qu'un adulte quand il se promène dans l'espace public. Donc, l'idée, c'est de réfléchir à ce sujet. Beaucoup d'urbanistes, et de politique urbanistique réfléchissent à ce sujet. La ville adaptée pour les personnes à mobilité réduite, c'est important, et il faut que ce soit reconnu par toutes et tous. On ne peut pas considérer que se garer sur un trottoir ce soit légitime, auquel cas on oublie la personne à mobilité réduite, on oublie la personne avec un fauteuil, on oublie la mère de famille ou le père de famille qui est en poussette. Donc l'idée, c'est de travailler sur ces accessibilités-là, public senior et public enfant. Donc ça, c'est aussi important pour le vivre ensemble.
Autre sujet, les questions de sécurité. Là aussi, c'est des sujets importants qui contribuent au vivre ensemble. Et là aussi, avec un niveau de compétence complètement différent. C'est une compétence régalienne. Régalienne, c'est l'État. C'est à la police nationale d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans l'ensemble du pays. Et ça, c'est important de le réaffirmer. Je ne vous cache pas mon inquiétude et je l'ai dit publiquement. Et d'ailleurs, j'attends à ce sujet une réponse du ministre de l'Intérieur signée à plusieurs mains. Plusieurs maires de cette métropole m'ont sollicité le ministre sur les questions de moyens et je ne vous cache pas mon inquiétude à ce sujet pour avoir plus de moyens humains sur le commissariat d'Elbeuf qui rayonne bien évidemment sur un périmètre beaucoup plus large du territoire elbeuvien. Nous avons, néanmoins, porté des initiatives. D'abord, la mise en place d'une police municipale. Il existe des communes où il n'y a pas de police municipale. À Elbeuf, elle existe depuis de très nombreuses années. Nous allons renforcer les moyens humains. Donc, nous allons recruter plus de policiers municipaux. Nous allons mettre en place une brigade VTT, là aussi, pour être en contact plus direct avec la population et une police municipale qui correspond un peu à l'esprit que nous portons nous sur les missions d'une police municipale de proximité, donc prévention quand c'est nécessaire et répression quand ça l'est. Donc là, vous verrez, si vous les rencontrez, nous les avons équipés de caméras piétons également, parce que c'est important, ça permet de sécuriser l'agent, mais ça permet de sécuriser l'intervention et l'habitant si nécessaire. Donc là aussi, c'est extrêmement important. La vidéoprotection, c'est aussi un sujet largement pris en main par la ville depuis déjà 2018. Au total, je faisais l'addition tout à l'heure de l'ensemble des crédits déployés par la ville depuis 2018. On va atteindre bientôt les 480 000 euros d'investissement sur la ville en vidéoprotection. Donc là aussi, c'est important. Nous en sommes à la troisième phase. La troisième phase étant le giratoire François Mitterrand, le carrefour de la rue de la République et de la rue Guillemère et le giratoire de la rue de Rouen. Nous entamons maintenant la quatrième phase dans 2 quartiers différents. Donc l'idée, c'est année après année, en fonction aussi des échanges que nous pouvons avoir avec la police nationale et en fonction de notre connaissance des périmètres, d'équiper les quartiers de vidéoprotection. Autre sujet que je souhaiterais évoquer, alors je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est nos équipements. Et moi, je souhaite vraiment souligner l'ambition que nous avons portée très ancienne sur le parc de la Cerisay. Il y a ce soir connecté des Elbeviens plus anciens que moi, qui se rappellent de l'histoire de ce site. Nous avons transformé le site de manière radicale. Nous avons encore quelques aménagements à apporter, mais c'est vraiment un poumon important de la ville aujourd'hui, extrêmement bien fréquenté. D'ailleurs, on va aussi regarder 2-3 sujets là-dessus, mais c'est vraiment un projet important que nous avons concrétisé par, je l'évoquais tout à l'heure, les plantations durant cette première année de mandat. J'ai évoqué également le commerce tout à l'heure, de manière un peu rapide, mais en tout cas importante par les moyens financiers déployés par la ville. Aujourd'hui, d'ici quelques jours, nous allons accueillir le premier locataire de cette boutique test que nous avons lancée, en nous inspirant de ce qui se faisait ailleurs, mais en essayant d'adapter pour être plus efficace et efficient ce sujet. Cette boutique texte va ouvrir prochainement. J'aurai l'occasion également d'en reparler. Mais l'idée, c'est d'accompagner un porteur de projet, de le stabiliser dans son projet commercial, de tester son produit, son rapport à la clientèle, et ensuite de l'accompagner progressivement vers une case commerciale qui lui appartiendrait, avec là aussi la mise en place d'un nouveau dispositif, c'est une aide directe au loyer. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté, donc avec un certain nombre de critères. Mais l'idée, c'est d'accompagner de manière un peu globale le processus d'installation d'un commerce de proximité. Il y a ceux qui regardent le verre à moitié vide et ceux qui regardent le verre à moitié plein.
en règle générale, et je me l'applique sur plein de sujets, je regarde le verre à moitié plein. Et sur ce sujet-là, il y a effectivement des échecs commerciaux, et c'est important de le souligner et de ne pas être, j'allais dire, opaque à la réalité de ce qui se passe. Mais il faut aussi reconnaître que sur la ville, il y a aussi des implantations, des commerces de proximité de très grande qualité qui sont des partenaires importants de la ville. C'est le deuxième cœur commercial de proximité de la métropole Rouen-Normandie. Nous subissons, et c'est partout en France, les difficultés de la grande distribution, et ici à Elbeuf nous sommes entourés, de l'internet, du e-commerce. Donc ça, c'est des dimensions à prendre en compte. Vous êtes un certain nombre à aller dans les centres commerciaux comme moi. Néanmoins, je pense que sur certains types de produits, il faudrait plutôt se dire, est-ce que ça permettrait de soulager, cet achat permettrait de soulager ce commerce de proximité, et c'est extrêmement important. Et là aussi, en plus des moyens importants que nous donnons à l'association des commerçants d'Elbeuf, nous allons également proposer des initiatives un peu nouvelles en lien très étroit avec un acteur important du commerce de proximité, qui est la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec laquelle nous avons passé une convention. Voilà, plutôt que de travailler par à-coups. Donc l'idée, ça a été de se poser, de figer un diagnostic, de le partager, et ensuite de trouver des pistes de travail qu'on évalue tous les ans, ou avant d'ailleurs, mais qu'on évalue régulièrement pour savoir si les dispositifs que nous portons sont efficaces et participent aussi au renouveau commercial de la ville. Autre sujet, et ce sera, je pense, le dernier avant de vous laisser la parole, c'est l'emploi. Là aussi, je l'évoquais tout à l'heure brièvement, l'emploi n'est pas une compétence communale. Nous essayons malgré tout d'apporter notre pierre à l'édifice, d'abord en partenariat avec l'acteur majeur de l'emploi. Il y a l'acteur majeur de la santé qui est l'hôpital, mais l'acteur majeur de l'emploi sur la ville d'Elbeuf, c'est le Pôle emploi. Et avec le Pôle emploi, nous avons été aussi une rare commune, en tout cas dans les échanges que je peux avoir avec la direction régionale du Pôle emploi, à s'être posé et avoir réfléchi sur une globalité d'actions partagées entre le Pôle emploi, la commune, les acteurs associatifs, parce qu'ils sont nombreux et nous accompagnent, par le biais d'une convention également qu'on évalue régulièrement. Donc là aussi, la ville d'Elbeuf y prend toute sa part. Donc nous avons recruté des services civiques, des contrats d'apprentissage, 5 actuellement, et nous allons continuer, des recrutements d'un dispositif qui s'appelle PEC en cours, et qui privilégie aussi les plus jeunes. J'évoquais tout à l'heure les stagiaires, et c'est pas un détail, c'est extrêmement important de permettre à nos jeunes de faire des stages, et des stages qui leur apportent beaucoup dans leur parcours professionnel ou scolaire. J'évoquais le dispositif de parrainage. Nous allons malheureusement devoir modifier le format des clés de l'emploi. Donc c'était une manifestation importante pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. C'était une mobilisation d'acteurs de l'emploi sur 2 jours, sur 2 communes. C'est ce qui faisait sa particularité, Cléon et Elbeuf. Et là aussi, nous allons devoir revoir en tout cas sa forme dans les semaines qui viennent. Dernier sujet, c'est en lien avec la métropole Rouen-Normandie, qui de manière très volontariste souhaite expérimenter un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Là aussi, nous souhaitons être aux côtés de la métropole et des communes volontaires pour travailler ce sujet-là, et de regarder si il s'appliquerait avec efficacité sur la ville. Donc voilà à peu près sur le sujet de l'emploi, compétences partagées, des moyens limités pour la ville, mais des moyens qui existent, et nous, là aussi, tentons de faire preuve d'agilité, en tout cas d'innover nos pratiques, de réfléchir différemment. On travaille avec les boîtes d'intérim, ce sont aussi des acteurs de l'emploi sur le territoire. Elles sont présentes, elles font du bon travail, donc il faut les accompagner et les aider pour être à côté des habitants. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu trop long pour un rendez-vous important qui complète
cet enjeu de proximité très ancien, très lointain, très fort entre le maire, son équipe municipale et les habitants. C'est essentiel durant cette période. Plein d'informations qui circulent dans tous les sens. Des fois, c'est bien de pouvoir partager et de se poser. Donc voilà, il y a peut-être des questions. Je tenterai de répondre à certaines. Je pourrais pas faire toutes. Vous aurez toutes et tous une réponse bien évidemment à toutes ces questions-là. La première, je vais en prendre quelques-unes. C'est un projet de bus jusqu'à Cricboeuf. Alors il y a une ligne qui existait déjà, qui s'appelle la ligne H, qui part de l'hôpital d'Elbeuf, site de Saint-Thomas, à l'hôpital de Louviers. Donc là aussi, nous réfléchissons avec les départements voisins. À l'échelle de la métropole, nous sommes réunis avec le territoire roi dans ce qu'on appelle le pôle métropolitain. Il y a des connexions et il y a un lien intime entre le département de l'Eure et la ville d'Elbeuf par sa situation géographique. Nos voisins très proches sont les Eurois. Donc nous réfléchissons à renforcer ces liens. Ce n'est pas simple, mais en tout cas, c'est un objectif, que ce soit vers le département de l'Eure que vers la ville de Rouen ou le nord de la métropole. Sur la communication, là aussi, nous essayons d'innover. En premier lieu, c'est le magazine municipal. Tous les mois, nous communiquons auprès des habitants avec le magazine municipal. Vous pouvez aussi d'ailleurs le trouver sur Internet pour celles et ceux qui ne souhaitent pas, pour des raisons légitimes en plus, la version papier. Donc, vous le trouvez sur le site Internet. Et nous avons souscrit un abonnement à un dispositif qui s'appelle Panneau Pocket. Là aussi, vous le cherchez sur votre smartphone, vous téléchargez l'application et vous recevez des informations régulières sur l'actualité de la ville. Donc là aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en parler. On considère que nous ne savons pas tout, et sur la proximité, il faut tenir ce qui marche, arrêter de faire ce qui ne marche pas et inventer de nouvelles formes de discussion et de relations. On me parle d'un projet d'accorderie sur la ville qui est un système de troc et de services et d'entraide entre les habitants. Là aussi, ça me fait penser à une initiative que nous avons lancée la semaine dernière par la mise en place d'un réseau ESS. L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc là aussi, nous allons fédérer les associations historiques qui sont là. La ville d'Elbeuf a un lien très fort avec l'ESS. Je pense à des associations comme Cursus, par exemple, les PAM, qui sont là depuis de très nombreuses années, la MJC, que vous connaissez pour un certain nombre. Donc là aussi, nous allons travailler. Nous réfléchissons à structurer cette offre d'ESS. Donc nous avons lancé une charte. Nous avons un certain nombre d'acteurs existants sur la ville qui nous ont rejoints et d'autres. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est aussi la preuve du dynamisme et de l'attractivité de la ville autour de ces sujets. Donc c'est quelque chose qui peut en plus avoir sa place dans la ville, c'est ce système de troc et de services d'entraide. Et bien évidemment, il y a le repère café. L'idée, c'est de mieux réparer et de moins consommer des fois. On me parle des bruits et des nuisances à juste titre sur le respect du couvre-feu. Le maire, avec ses petits bras, n'a de cesse, et je l'évoquais tout à l'heure, de solliciter les forces de l'ordre sur ce sujet-là. Nous faisons ce qui est dans le cadre de nos compétences, c'est-à-dire d'abord sur le respect. C'est ce que j'ai dit au tout démarrage de ce rendez-vous, de respecter les consignes sanitaires et les règles de confinement ou de couvre-feu. Mais là aussi, moi je vous invite, et c'est la consigne qui est donnée aux maires régulièrement par les autorités de police, c'est de faire le 17, avec les résultats que vous êtes un certain nombre à me faire remonter, bien évidemment. Mais en tout cas, la consigne qui nous est donnée à tous les maires, c'est d'inviter la population à faire le 17. Donc, moi, je vous invite à continuer à le faire, parce que si vous ne le faites plus, c'est encore plus risqué, parce que le jour où on considère qu'il y a
plus de contact entre les habitants et les 17, ça pourrait peut-être justifier une baisse de moyens. En tout cas, moi, je me suis battu depuis de très nombreuses années avec notamment Didier Marie en tant que sénateur qui a porté avec moi depuis de très nombreuses années et tout gouvernement confondu la nécessité d'avoir des forces de police sur la ville et sur l'ensemble du territoire elbevien. Tous les maires du territoire elbevien dénoncent ce manque de moyens, cette nécessité d'avoir un commissariat de plein exercice. Je vous disais tout à l'heure, j'étais inquiet tout simplement parce qu'une réforme nationale s'est appliquée sur le commissariat d'Elbeuf et les éléments qui me parviennent ne sont pas très rassurantes sur le nombre d'effectifs dans le commissariat. En tout cas, moi, je continue à maintenir les liens avec la police nationale, c'est important. Je préside une instance, ce qui s'appelle le CISPD, donc Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Et j'ai notamment à l'occasion de la dernière plénière, j'ai interpellé le représentant de la police nationale dans ce département sur ces enjeux. On me parle d'un passage piéton au niveau de l'impasse, au niveau de l'école Molière. Donc, je vois à peu près l'impasse. Je sais qu'il y a des conflits de voisinage d'ailleurs là-bas qui me sont difficiles à régler. Et je crois que j'ai invité les voisins à se rendre à la maison de la justice et du droit, qui est aussi un outil du service public pour permettre de régler ce genre de difficultés. Mais de manière plus globale sur la rue du Tapis Vert. Moi, j'ai demandé à mes services de solliciter la métropole Rhône-Normandie pour travailler sur cette rue-là, ne serait-ce que sur l'enrobé, ne serait-ce que sur cette partie qui a été condamnée pour dans le cadre de Vigipirate à proximité, mais qui pose des soucis. Donc là, c'est pareil, nous faisons régulièrement des balades urbaines avec les élus, donc n'hésitez pas à l'occasion de nos rencontres de nous le signaler, ces petits sujets. En tout cas, sur ce que cet habitant nous a fait remonter comme information, sachez que les services de la ville ont interpellé les services de la métropole pour réfléchir collectivement sur cette rue, sachant qu'il y en a beaucoup. La vitesse en ville, ça c'est un vrai sujet important. On a depuis plusieurs années mis en place beaucoup de zones 30 sur la ville. Ça ne résout pas tout, bien évidemment, mais c'est un outil à disposition des maires pour faire passer des messages aux habitants. Le ralentisseur ne règle pas tout. Parce que souvent, je dis aux habitants, mais vous demandez un dodan, mais si je le mets à côté de chez vous, tous les jours, vous allez entendre boum, 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 sans arrêt. Et souvent, on veut un dodan pas à côté de chez soi, mais à côté des autres. Et ça, c'est difficilement entendable pour les équipes municipales et pour les services et pour les habitants, d'ailleurs. Donc là aussi, nous travaillons sur la typologie de voirie. C'est-à-dire que des fois, on rétrécit les voies pour permettre aussi d'avoir ce sentiment de resserrement qui permet de lever le pied de la pédale. Nous faisons des opérations de contrôle routier. Là aussi, on dit il n'y en a pas assez. Enfin, sachez que je suis régulièrement interpellé par des gens qui ont pris un PV et qui viennent me voir en me disant Monsieur le maire, comment on fait Sauf que là, voilà. C'est compliqué. Et c'est des actions qui sont combinées et par la police municipale et par la police nationale. Et là aussi, moi, je veux que la police nationale puisse prendre sa part. De manière globale, et je l'évoquais aussi tout à l'heure, moi, je réfléchis beaucoup à cette ville apaisée pour les deux raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. D'abord, c'est d'appréhender collectivement l'espace public et d'avoir un rapport à la ville complètement différent. De permettre aux seniors de circuler tranquillement. Donc avec le sujet des équipements, des bancs, des poubelles qui traînent. Donc permettez-moi de lutter contre celles et ceux qui garent leur voiture sur un trottoir. Voilà, parce que c'est pas moi qui fais les lois, je les applique. Et le code de la route, c'est pas moi qui l'ai inventé à l'occasion de ce nouveau mandat. Il existe là depuis de très nombreuses années. Je réfléchis aux déambulations de nos enfants dans l'espace public. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous avons lancé des études sur la marchabilité de la ville. Il y a aussi là-dessus une réflexion à avoir autour de ce qu'on appelle la ville du quart d'heure.
Elbeuf, vous avez un quart d'heure pour aller faire vos courses si vous souhaitez. Vous pouvez un quart d'heure aller dans la forêt, je l'évoquais tout à l'heure. Un quart d'heure, vous allez dans les berges de Seine. Dans un quart d'heure, vous allez voir un spectacle au Cirque Théâtre, à la médiathèque, au bain-douche, à la Cerisay. Et ça, c'est important et ça nous amène tous à avoir un rapport différent avec l'espace public. Donc, et donc un rapport avec la voiture, très clairement. Un rapport avec la voiture. Donc, on fait de la prévention, on fait beaucoup de pédagogie, mais à un moment, c'est la répression, et pour la répression, il faut de l'aide, et c'est la police municipale et la police nationale qui peuvent y répondre. Mais d'abord, c'est une question de civisme et de rapport à la voiture, à la vitesse, et sa façon d'appréhender aussi ses déplacements à l'échelle de la ville. Donc, là aussi, hein, on tente, on installe des zones 30, on met des radars pédagogiques, on fait des opérations de contrôle, mais il faut que chacun et chacune d'entre vous puisse faire preuve de bon sens et se dire que c'est pas le maire ni ses équipes qui vont pouvoir être derrière tous ces automobilistes qui roulent très vite. Ça, c'est absolument pas possible. En tout cas, on y travaille. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je suis en train de regarder quelques questions ou des thématiques que je n'aurais pas évoquées. J'évite les crottes de chien, j'y reviendrai, c'est un vrai sujet, mais j'y reviendrai prochainement. Alors, je fais le tour. Oui, effectivement, alors, juste parce que oui, effectivement, c'est évoqué et c'était un projet du mandat. On réfléchit effectivement à la mise en place d'un canipark, donc un espace qui permettrait à celles et ceux qui ont des chiens qui s'en occupent bien, hein, parce qu'il y en a aussi, de pouvoir les laisser. Alors, je me permets juste de faire défiler les questions. Bon, les faux comptes, hein, dans ces exercices-là, c'est traditionnel, donc je m'y attarderai pas. Sur la question de la sécurité, ouais, je l'ai évoqué. Pour les pigeons sur le mur de la métropole, je me permettrai de répondre à Michel Marais. J'ai communiqué largement à la métropole à ce sujet, mais je vais continuer. Voilà, je crois avoir balayé l'ensemble des sujets sur lesquels vous souhaitez que je réagisse. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Mon équipe municipale, sa majorité, les services sommes à votre disposition pour continuer à transformer la ville et à construire la ville ensemble. Pareil, hein, c'est pas nouveau chez nous, c'est une pratique et j'allais dire un sacerdoce dont nous avons collectivement les uns et les autres hérité. C'est important de pouvoir continuer à travailler avec vous. La ville, elle se fait à plusieurs mains. Personne n'a la prétention d'être un expert. Il y a effectivement les sachants, hein, et nous avons la chance d'avoir un service public compétent. Chacun et chacune, nous sommes des experts de notre quotidien. Moi, je souhaite transformer la ville en vous accompagnant dans cette transformation, sans radicalité, sans brutalité. C'est important. Quand on aime un territoire, on est ambitieux pour son territoire, on est conscient des difficultés, on essaie de les contourner, de trouver des solutions. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire en conclusion, en vous remerciant de ce rendez-vous. Donc je le rappelle, hein, un rendez-vous qui va se reproduire. Hein. 2019, nous avions plutôt envisagé un échange avec vous sur des thématiques. Là, la situation sanitaire m'obligeait à faire un point avec vous. Nous sommes un peu plus d'un an d'un début de mandat qui a été bouleversé, que j'aurais souhaité différent, mais en tout cas, il m'a fallu faire preuve de résilience, en tout cas l'équipe municipale, moi et les services, et toutes et tous, hein, d'ailleurs, pour traverser cet épisode qui est compliqué, mais qui, sachez-le néanmoins, a permis de sentir chez les habitants un élan de solidarité,
extrêmement important. Je crois que de nouveaux projets vont pouvoir se construire sur la base de cette solidarité nouvelle et construite entre vous, entre nous. Et ça, c'est important et c'est un des enseignements que je tire de cette première année de pandémie. Donc, soyez toutes et tous convaincus que nous continuerons à être ambitieux pour la ville et en le faisant avec vous. Le prochain rendez-vous que je souhaite vous proposer, ce sera à l'occasion du 24 avril, là aussi au lendemain d'un conseil municipal qui nous permettra d'échanger sur l'actualité. Et je trouve que c'est important de pouvoir continuer à se livrer à ces exercices. Là, nous avons changé un peu les heures. On essaie de s'adapter aussi et puis de permettre à chacun et à chacune, à un moment ou à un autre, d'être en contact avec nous. Là, ce sera le 24 avril, donc un samedi à 11h. Pour celles et ceux qui souhaitent se reconnecter ou pour celles et ceux qui souhaiteraient se livrer à cet exercice. Donc merci à vous, merci de votre participation. Il n'y a pas de sujet éludé, tous les sujets sont importants et c'est important que vous puissiez y contribuer avec nous. Merci à vous, bonne soirée, prenez soin les uns des autres, protégez-vous, retenez que ce message est aussi une façon de soulager et d'accompagner le personnel soignant que nous avons toutes et tous il y a un an applaudi. Il faut continuer à le faire, peut-être moins avec des applaudissements aujourd'hui, hein, mais en tout cas en continuant les gestes barrières et la prévention. Merci à vous et à bientôt. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et profiter malgré tout du beau temps dans les conditions que vous connaissez. Merci à vous.